Regardez Vox Books avec Aphrodite, africaine d'édition. Île Maurice, le 17 octobre 1993, l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, vient d'être mise sur pied par donc un traité qui sera ratifié 15 ans plus tard, en 2008 au Canada. Par la signature du dit traité, les membres ou les États signataires s'engageaient à élaborer et adopter, je cite, des règles communes simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies, en mettant en œuvre des procédures judiciaires appropriées et en encourageant au recours à l'arbitrage pour le règlement des différends contractuels. Mais pour atteindre ces objectifs, l'OHADA s'est doté d'un certain nombre d'institutions, parmi lesquelles la CCJA, qui est la Cour commune donc de justice et d'arbitrage, qui constitue justement l'objet d'étude de notre invité. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous dans Vox Books. Maître Jérémy Wambo, bienvenue et merci d'être avec nous. Merci, Rémi. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun et depuis 2014, vous êtes juriste référendaire à la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA et vous êtes l'auteur surtout de l'ouvrage « La procédure consultative devant les juridictions communautaires africaines ». Vous avez pris le cas de la Cour commune de justice et d'arbitrage donc de l'OHADA. Pour mieux comprendre votre livre, il faut commencer par expliquer d'abord ce que c'est que la CCJA, c'est-à-dire la Cour commune de justice et d'arbitrage, mais également parler de son rôle. Pour faire court, la CCJA est l'une des institutions de l'OHADA, comme je le disais tout à l'heure dans l'introduction. On sait que les juridictions nationales, généralement, sont chargées d'appliquer en instance et on appelle la réglementation communautaire dans les matières relevant notamment de la législation harmonisée. Mais en cas de difficultés d'interprétation ou d'application, ou même en cas de pourvoi en cassation dans ces matières-là, eh ben, c'est uniquement à la CCJA qui doit être saisie, soit en tant qu'organe consultatif, soit en tant que juridiction. Mais ça, beaucoup de gens ne le savaient pas. Ben, c'est vrai. Bon, je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez de parler de ces choses. Avant d'y aller, je voudrais faire une précision. Oui. Moi, je suis avocat au barreau du Cameroun, mais je ne suis pas ici en tant qu'avocat. De deux, je suis juriste référendaire à la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA depuis janvier 2011. Mais je ne suis pas ici en tant que fonctionnaire de l'OHADA. Je suis là en tant qu'auteur. Parce qu'il faudrait que cela soit clair. Évidemment. Moi, je suis avocat au barreau du Cameroun. J'ai été omis du tableau parce que je ne peux pas en même temps exercer, n'est-ce pas, ces fonctions de juriste et exercer le ministère d'avocat. Donc, c'est la précision que je voulais faire. En revenant donc sur la CCJA, ce qu'elle est et son rôle. Oui, la CCJA, comme vous l'entendez, c'est la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA. Oui. Alors, c'est une des institutions qui ont été mises en place par le traité OHADA pour faciliter l'intégration juridique dans les 17 pays actuellement. Alors, cette institution a pour rôle, justement, de juger en cassation les affaires qui ont été déjà jugées en instance dans les États partis, pour veiller à ce que l'interprétation de la norme communautaire est la même partout. D'un autre côté, la Cour commune de justice et d'habitat est un organe consultatif, en ce sens qu'elle doit être saisie pour donner, n'est-ce pas, l'orientation ou alors l'interprétation de telle ou telle norme particulière. Donc voilà, globalement, ce qu'on peut dire relativement à la fonction de la CCJA. Est-ce qu'on peut prendre un cas? Par exemple, dans les juridictions nationales, il y a deux parties qui ont un différend contractuel. Quand ça commence là, comment ça arrive à la CCJA? Bon, je prends un exemple simple. Vous réclamez de l'argent à quelqu'un sur la base d'un contrat. Alors, vous décidez de mettre en œuvre dans une procédure simplifiée de recouvrement de créances, par exemple l'injonction de payer. Alors, vous saisissez la juridiction d'instance qui rend le président du tribunal compétent, qui rend une ordonnance d'injonction de payer. Votre adversaire attaque cette ordonnance
Alors, vous vous retrouvez devant ce juge-là qui statue en opposition et qui rend un jugement. Alors, le jugement rendu est susceptible d'appel. Alors, s'il y a appel, justement, la cour d'appel va être saisie. Et si la cour d'appel se prononce, il peut arriver qu'une partie ne soit pas d'accord de la décision qui a été rendue. En ce moment-là, au lieu de saisir la Cour suprême du Cameroun, il faudra saisir la Cour commune de justice et d'arbitrage de Luanda, parce que la matière relève justement du droit des affaires. Mais par contre, si nous étions dans un cas de divorce, là, c'est une affaire qui relève de l'état des personnes. Exact. Ça ne pourrait pas concerner la CCJA et en cas d'arrêt rendu en appel, le pouvoir doit être fait devant la Cour suprême du Cameroun. Enfin, et là, c'est quand l'État est membre, signataire. Et tout à fait, naturellement. De l'OHADA. Donc la mission de cette haute juridiction communautaire à laquelle vous vous intéressez le plus dans votre livre est la mission consultative, en ce sens donc que c'est elle qui revient, ou c'est à elle qu'il revient d'interpréter les normes communautaires ou d'y répondre en qualité donc d'expert à travers des avis aux préoccupations, notamment juridiques des instances communautaires ou même des utilisateurs du droit au WADA. Mais dit comme ça, c'est un peu vaste. Qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce que ça recouvre, le terme avis? Oui, l'avis, comme vous entendez, c'est un avis, c'est une opinion. Oui. C'est une opinion. Alors, dans ce bouquin, j'ai fait une étude comparative. Parce que, étant donné que nous sommes dans un espace communautaire, la préoccupation essentielle, c'est d'avoir la même interprétation de la norme dans tous les pays membres. Et c'est à ça donc que doit répondre l'avis. L'avis doit pouvoir éclairer justement l'État qui sollicite la Cour sur telle ou telle question donnée. Alors, il peut se trouver que devant une juridiction, une question se pose. Il n'y a pas, n'est-ce pas, l'interprétation que les uns et les autres donnent ne permet pas effectivement de dégager une solution qui soit conforme à l'interprétation que la haute juridiction peut donner. En ce moment-là, cette juridiction a la possibilité de saisir la Cour commune de justice et d'arbitrage pour dire, écoutez, moi j'ai un dossier qui relève, qui pose telle question. Alors, quelle est l'attitude à adopter? Exact. En ce moment-là, effectivement, la Cour va se prononcer. Et la Cour ne se prononce pas de but en blanc. La Cour écoute d'abord les différentes parties, parce que vous avez vu dans l'ouvrage, la procédure est contradictoire. Ce n'est pas parce que, n'est-ce pas, c'est un avis qu'il ne faut pas écouter les uns et les autres. Il faut écouter qu'est-ce que les autres entendent, n'est-ce pas, par la disposition querellée. Et je vais vous dire une chose même, le débat est tellement contradictoire qu'il dépasse le cadre des partis. Ce n'est pas seulement les partis qui doivent donner leur avis, enfin, leur point de vue, mais également les autres États membres. Les autres États membres reçoivent effectivement la question, et puis, parce qu'il faut éviter au maximum, n'est-ce pas, des erreurs. Il faut que l'interprétation qui doit être donnée reflète, n'est-ce pas, comment dire, reflète la réalité, qui est une présomption quand même de vérité qui sort de l'interprétation qui doit être donnée. En fait, pour les États membres même de l'OHADA, on sent une envie d'uniformiser en quelque sorte. C'est le but essentiel. Il faut uniformiser. Et uniformiser suppose que, quel que soit le point où on se trouve dans l'espace commun, on doit pouvoir avoir la même interprétation. On doit pouvoir avoir la même, n'est-ce pas, solution, n'est-ce pas, aux questions. Lorsque les données sont les mêmes, on doit pouvoir prévoir, n'est-ce pas, que telle disposition signifie telle chose. C'est ça le but même de l'harmonisation. Vous vous intéressez beaucoup à la CCJA. D'ailleurs, vos deux autres ouvrages publiés avant celui-ci, c'est-à-dire le livre du jour, porte également sur cette même question, sauf qu'il s'intéresse beaucoup plus sur la question de la saisine. Par exemple, si je prends cet ouvrage, la saisine de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA en matière contentieuse. C'est un guide pratique à la lumière de la jurisprudence et du règlement de procédure du 18 avril 1996, tel que modifié et complété le 30 janvier 2014. Mais ça, c'est la deuxième édition. Et avant ce livre, il y avait
la première édition, toujours parlant de la saisine de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA en matière contentieuse. Et là, c'est la première édition avec un guide pratique à la lumière de la jurisprudence. Je veux dire que le troisième livre, lui aussi, parle de la CCJA, sauf que lui, il s'intéresse beaucoup plus à la procédure consultative, une sorte d'étude comparée, comme vous le disiez tout à l'heure, de juridiction communautaire africaine. Pourquoi cette question vous intéresse tant? Pourquoi la CCJA vous intéresse? Écoutez, la réponse est simple. Moi, je suis à la CCJA, je travaille à la CCJA et je suis chargé justement d'apporter des réponses à un certain nombre de questions. Alors, moi, je vous ai dit tantôt que je suis à la CCJA depuis janvier 2011. Alors, lorsque j'ai commencé à travailler sur un certain nombre de dossiers, alors j'avais constaté que les confrères avaient, n'est-ce pas, quelques appréhensions relativement à la saisine même de la Cour. Parce que vous savez, la procédure devant la juridiction de cassation communautaire n'est pas identique, n'est-ce pas, n'est pas identique à celle devant la juridiction de cassation nationale. Ce n'est pas la même chose. De deux, la Cour avait une activité jurisprudentielle déjà, donc avait assis un certain nombre de bases qui forcément n'étaient pas portées à la connaissance des confrères, qui pouvaient se trouver, n'est-ce pas, face à des difficultés lorsqu'il fallait saisir la Cour. Alors, il pouvait arriver que, n'est-ce pas, dans une procédure où vous avez le bon bout du droit, votre façon de saisir la Cour vous crée des problèmes et vous amène peut-être à perdre, n'est-ce pas, votre dossier. Alors, moi, j'ai pensé qu'il fallait recenser ces éléments-là, les mettre dans un ouvrage à la disposition des confrères, à la disposition des praticiens, pour les amener, justement, les aider à saisir le plus efficacement possible la Cour. Alors, moi, j'ai fait ce travail-là, et ça a été beaucoup apprécié d'ailleurs, ça a été beaucoup apprécié. Jusqu'à présent, les gens continuent à demander l'ouvrage, parce que dans tous les cas, il est actuel. Alors, après ce travail-là, je me suis rendu compte également, en regardant la procédure consultative, que c'était une matière intéressante, mais qui n'avait pas été vulgarisée aussi. Exact. Vous savez, ce n'était pas vulgarisé. Alors, j'ai entrepris d'en parler. Alors, quand j'ai commencé à y réfléchir, je me suis rendu compte que l'activité même de la Cour n'était pas importante dans cette matière, due à un certain nombre de choses. Parfois, les gens ne le savent pas. Hein. Et puis, la Cour ne va se prononcer qu'autant qu'elle est saisie. Si la Cour n'est pas saisie, elle ne va pas se prononcer. En fait, il y a vraisemblablement une méconnaissance de l'existence peut-être, ou même je ne sais pas, de la capacité ou de la possibilité de la Cour à répondre à certaines questions, parce qu'en 17 ans d'existence, si la CCJA, par exemple, n'a pas reçu 5 plaintes, n'a pas résolu au moins 5 dossiers, ça veut dire que beaucoup plus dans la pratique du métier, peut-être qu'on ne la connaît pas, c'est pas tant parce qu'elle est inefficace. Bon, écoutez, la Cour a rendu plusieurs avis déjà. La Cour n'a pas rendu... Peut-être que selon que l'auteur de la demande d'avis, n'est-ce pas, se trouve être tel ou tel organe, n'est-ce pas, on peut avoir plus ou moins de demandes d'avis. Mais la Cour a rendu un certain nombre d'avis déjà, depuis qu'elle existe. Mais c'est peu, en tout cas, c'est peu. Et si la Cour n'est pas saisie, elle ne va pas rendre des avis. Il faut qu'elle soit saisie déjà. Et pour qu'elle soit saisie, il faut que les uns et les autres sachent qu'elle peut être saisie. Sachent qu'ils ont la possibilité, justement, de saisir la Cour. Alors, lorsque la Cour est saisie, elle met en place justement une procédure, n'est-ce pas, pour aboutir à la réponse à la question qui lui a été posée. Alors, dans l'ouvrage, j'ai essayé de délimiter en disant, bon, voilà les personnes qui sont en mesure, n'est-ce pas, de demander, ou alors qui ont la possibilité de solliciter des avis de la Cour. C'est limitativement énuméré. C'est-à-dire que c'est tel que un individu ne peut pas saisir la Cour. On peut comprendre que le législateur communautaire n'a pas voulu qu'il y ait de demandes fantaisistes, mais contrairement à ce qui se passe justement devant la CCJA, dans les autres juridictions communautaires, comme j'ai essayé de montrer, il peut arriver même que des individus saisissent la juridiction communautaire. On va y revenir. Pour revenir plus précisément à votre livre, la Cour commune de justice et d'arbitrage, Cour de cassation donc, des États membres de l'OHADA, a donc aussi
une vocation consultative qui est expressément consacrée par le traité OHADA, mais il se trouve que cette vocation consultative qui s'exprime par des avis que rend la Cour est délimitée par certains domaines, et c'est ce que vous montrez dans la première partie de votre livre, et obéit aussi à une procédure bien définie. Et ça, c'est la deuxième partie de votre ouvrage. Oui. Pourquoi vous avez délimité juste là Bon, j'ai délimité pour faciliter la compréhension, parce que lorsqu'on parle simplement de demande d'avis, il faut bien pouvoir donner un contenu et pouvoir expliquer. J'ai ressorti cette différence parce qu'effectivement, j'étais en train de faire également une étude comparative. Alors, j'ai essayé de démontrer qu'il y a une demande d'avis qui est obligatoire et une demande d'avis qui peut être facultative. Exact. Vous voyez? Alors, la demande d'avis obligatoire, n'est-ce pas, est celle qui doit absolument être présentée à la Cour, parce que la Cour doit donner un avis, n'est-ce pas, préalablement à la norme communautaire. Ça, c'est dans ce cas-là. Vous imaginez, par exemple, que le législateur communautaire doit légiférer sur un autre domaine. Alors, il y a un projet d'acte uniforme, n'est-ce pas, qui doit être adopté. Alors, le Conseil des ministres va se prononcer au vu, n'est-ce pas, d'un certain nombre d'éléments qu'on lui a présentés, y compris l'avis que la Cour aura donné. Oui, parce que la Cour reçoit le projet d'acte uniforme, il l'examine et voit s'il y a eu de la cohérence, en tout cas, voir si les conditions sont réunies pour que le texte puisse être adopté. Là, c'est une demande d'avis obligatoire. C'est vrai que le texte n'a pas dit ce qu'il adviendrait si la Cour ne donnait pas un avis, mais dans tous les cas, la demande d'avis est obligatoire. Il faut absolument que la Cour donne un avis en ce moment-là. Une petite pause. Restez avec nous, le temps de découvrir d'autres livres nouvellement parus. On se retrouve tout de suite. Le droit des affaires dans l'espace OHADA, première édition. Le livre de Higuine Dida Samboulou est une présentation suivant la pratique notariale du droit des affaires dans l'espace OHADA. Il contient entre autres une partie consacrée au cadre juridique et aux principes généraux de ce droit. L'ouvrage s'intéresse aussi aux acteurs de la vie des affaires, aux effets de commerce, aux opérations de banque ainsi qu'aux opérations de bourse. Le droit des affaires dans l'espace OHADA, première édition de Higuine Dida Samboulou dans la collection Études africaines de l'Harmattan. Bienvenue à tous pour cette deuxième partie donc, de Vox Books. Nous recevons aujourd'hui Maître Jérémy Wambo, qui est donc depuis 2011 juriste référendaire à la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA. Il est l'auteur de la procédure consultative devant les juridictions communautaires africaines et dans son livre, il a pris le cas de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA. Maître Wambo, dans la première partie de votre livre, vous commencez d'abord par les domaines de l'avis consultatif, parmi lesquels il y a l'avis consultatif obligatoire de la Cour. Tout à fait. Alors, la Cour est obligée d'être consultée, n'est-ce pas, pour se prononcer sur les projets d'actes communautaires. Elle doit donner un avis. Alors, il en est ainsi même pour les projets de règlement, projets de règlement qui doivent, n'est-ce pas, légiférer sur tel ou tel aspect du droit communautaire. Alors, en dehors de ça, donc, il y a la demande d'avis qui peut être facultative, n'est-ce pas, facultative en ce sens que la personne qui demande l'avis n'est pas obligée de la demander. Exact. Alors, c'est le cas des États. Lorsque un État veut, par exemple, avoir une idée claire de l'interprétation d'une disposition communautaire, ou lorsque, n'est-ce pas, elle veut prendre un texte national qui doit être en harmonie avec une disposition communautaire et qu'il y a quelques flous, l'État peut demander à la CCJA de lui donner, n'est-ce pas, une ligne de conduite, de lui donner une ligne de conduite, et la Cour va se prononcer. Il y a également des cas où c'est une juridiction nationale qui se trouve confrontée à une interprétation d'une disposition, et puis elle décide de saisir la Cour pour dire, écoutez, moi j'ai une affaire qui me dérange,
qu'est-ce que vous me répondez par rapport à telle question particulièrement. En ce moment-là, la Cour va donner un avis qui va lui permettre de se prononcer. Mais attention, l'avis qui est donné par la Cour, que ce soit dans le cas de la demande d'avis obligatoire ou dans le cas de la demande d'avis facultatif, est un avis qui est facultatif. L'auteur de la demande d'avis n'est pas obligé de suivre la conduite que lui a indiquée la Cour. Et c'est là la différence, justement, avec les autres juridictions communautaires que j'ai évoquées, notamment la Cour de justice de la CEDEAO, la Cour de justice de la CEMAC. Par contre, quel que soit le domaine, et c'est ce que vous expliquez dans votre deuxième partie, il est inéluctable cependant de respecter le déroulement de la procédure consultative. Absolument, parce qu'il y a toute une procédure qui doit être mise en place. C'est vrai que les spécificités des procédures que nous avons évoquées n'ont pas une très grande incidence justement sur la décision, notamment la forme de l'acte de saisine de la Cour. Alors, on vous dit que la Cour est saisie par une requête écrite, n'est-ce pas? Donc, quand il s'agit, par exemple, d'un État, ou bien du Conseil des ministres, ou bien du secrétariat permanent qui saisit la Cour, c'est une requête écrite. Alors, lorsqu'il s'agit d'une juridiction nationale, on vous dit c'est la décision de la juridiction nationale, n'est-ce pas, qui demande l'avis, qui doit servir d'acte introductif d'instance. Mais le plus important dans la procédure, c'est le débat contradictoire. Le débat contradictoire en ce sens que lorsque la Cour reçoit les demandes d'avis, elle s'arrange justement à les dispatcher dans les États membres de l'OHADA pour leur permettre de donner également leur point de vue relativement à la question qui a été posée. Vous voyez donc que cette procédure est importante en ce sens qu'elle limite, n'est-ce pas, elle limite les marges d'erreur. Ce que nous avons regretté, c'est qu'il n'est pas permis aux individus, n'est-ce pas, de saisir la Cour de demande d'avis. Il n'a pas été non plus permis aux ordres professionnels, n'est-ce pas, l'ordre des avocats, l'ordre des pharmaciens et tout ça, de pouvoir solliciter les avis. Alors que justement, dans le cadre des autres juridictions communautaires, même si l'énumération peut être limitative, la procédure est un peu souple. La procédure est un peu souple. En ce sens même que devant ces juridictions-là, on peut comparaître et faire des observations orales. Alors que devant la CCJ, la procédure est entièrement écrite. En fait, votre objectif est d'aider vos lecteurs à mesurer l'exactitude de l'observation faite par la doctrine et les commentateurs que la procédure judiciaire contentieuse ou consultative devant la Cour commune de justice et d'arbitrage, une procédure qui est un peu spécifique, je ne dirais même pas spécifique, elle est spécifique en son genre et n'a pas en fait de semblable dans le monde. Oui, ça c'est vrai parce que déjà j'ai dit d'entrée de jeu que en tant qu'organisation communautaire, le but poursuivi pour l'atteindre, il faut absolument qu'il y ait une harmonisation dans les interprétations. La CCJA est spécifique en ce sens justement qu'elle rend des avis, comme je l'ai dit, qui sont facultatifs, n'est-ce pas, dont l'auteur n'est pas obligé d'en tenir compte, mais d'un autre côté, elle statue sur les recours en cassation. Ça veut dire que si la Cour donne un avis dont l'auteur ne veut pas tenir compte, et que par la suite il y a un contentieux, la Cour ne pouvant pas se dédier va forcément, n'est-ce pas, censurer la décision qui a été rendue. Et la précision qu'il faut faire, c'est que lorsque la Cour censure donc cette décision, elle doit prendre, n'est-ce pas, l'entier litige et rendre une décision. Vous voyez, si vous voulez, si ce n'est pas clair, vous me dites. Hein, parce que je l'espère bien pour nos téléspectateurs que c'est effectivement, c'est ça. Et c'est là également la différence fondamentale avec les autres juridictions communautaires. Devant les autres juridictions communautaires, il y a ce qu'on appelle le recours préjudiciel. Alors, le recours préjudiciel intervient lorsque une juridiction saisie a une difficulté à appliquer une norme communautaire. En ce moment-là, elle est obligée de saisir la juridiction communautaire si
on est en instance d'appel. Mais si on est en première instance, elle n'est pas obligée. Parce qu'effectivement, il y a possibilité d'appel et en appel, on peut rectifier les erreurs. Alors, dans le cas du recours préjudiciel, la conduite qui est indiquée par la juridiction communautaire doit être suivie par l'auteur du recours préjudiciel. Beaucoup de précisions qu'il faut retrouver notamment dans votre livre, un ouvrage qui montre, mais également qui démontre l'originalité de la procédure consultative devant la CCJA, qui, à la différence par exemple de la procédure devant la Cour de justice des communautés européennes, la CJCE par exemple, se manifeste par la possibilité offerte au Conseil des ministres de l'OHADA et aux États partis de demander l'avis de la CCJA. Votre livre témoigne aussi de l'ingéniosité un peu judiciaire ou juridique africaine au service donc de l'uniformisation du droit des affaires. Tout à fait, tout à fait. Et tout à fait, justement. Et je voulais insister là-dessus pour indiquer que la spécificité de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA, c'est de statuer sur les recours en cassation, de casser les arrêts, de ne pas les renvoyer dans les États, comme cela se fait, n'est-ce pas, devant les cours suprêmes nationales, mais de s'emparer de l'entier litige et de rendre une décision. Exact. Il y a des questions qui se posent, forcément, parce que dans cette activité, la Cour commune de justice et d'arbitrage est obligée de se prononcer sur des questions même de droit interne. Là, c'est un autre débat. Mais la spécificité, effectivement, c'est que la Cour rend des décisions qui font jurisprudence dans tous les États, qui s'imposent dans tous les États, à côté, justement, des avis qu'elle rend. Merci beaucoup, Maître Jérémy Wambo. On le disait tout à l'heure, donc, au début de l'émission. Depuis 2011, vous êtes juriste référendaire à la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA. Vous êtes l'auteur, et ça c'est votre dernier ouvrage publié, de la procédure consultative devant les juridictions communautaires africaines. Vous avez pris le cas de la Cour commune donc, de justice et d'arbitrage de l'OHADA, un livre qui est rédigé pour tous ceux qui s'intéressent au droit OHADA et au droit communautaire africain. Vous avez dit c'est le dernier livre. Le dernier livre, c'est plutôt... C'est la deuxième édition. Oui. Donc la deuxième édition de la saisine de la Cour commune de justice et d'arbitrage. En matière contentieuse. Exact. En tout cas, on se retrouvera peut-être la prochaine fois aussi pour parler de cet autre livre. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Merci surtout à vous de nous avoir suivis et d'avoir été avec nous. On se quitte avec d'autres livres disponibles en librairie. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Le droit OHADA des sociétés coopératives de Jean Gatsi. Le 15 décembre 2010, le droit uniforme issu de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires s'est enrichi d'un nouvel instrument juridique. Il s'agit de l'acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés coopératives. Ce livre est le premier à s'intéresser à ce nouvel outil d'assainissement et de sécurisation des affaires. À travers des développements concis, l'auteur y explique les subtilités des sociétés coopératives de droit OHADA. Le droit OHADA des sociétés coopératives de Jean Gatsi, disponible chez l'Harmattan depuis octobre 2011. Donnez vie à votre manuscrit chez Aphrodite.